ce débat, nous l'avons appelé Forger une nouvelle communauté de destin numérique entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Comment... On va laisser... Oui, tu te mets là. On met la scénographie au point. Voilà. Non, mais on laisse les lauréats faire les contacts à l'extérieur. Je vais demander à nos ministres, que je vais appeler de se rapprocher de la scène aussi. Et avant de démarrer, je voulais quand même avoir un mot d'amitié à un ami proche qui est venu aujourd'hui, Jean Roata. Depuis le début, tu nous soutiens et c'était très important que tu sois là aujourd'hui. Oui, tu me pourras me répondre. Merci Jean. Bien, donc aujourd'hui nous allons parler de créer une communauté de destin, forger une nouvelle communauté de destin numérique entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Et pour avoir ce débat, nous allons tout simplement poser un cadre de réflexion qui est comment est-ce que les deux continents peuvent agir ensemble au service du bien commun et surtout proposer une alternative au GAFA, à la Silicon Valley et comment faire émerger un numérique qui met l'humain au centre et la technologie au service de l'humain. Et pour débattre de ces sujets, je vous demande d'accueillir, honneur aux dames, tout d'abord Madame Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique, que je vous demande d'applaudir. Comme vous voulez. En alternant, je vais demander au ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République de Guinée, M. Thibou Camara, de nous rejoindre. Mettez-vous là-bas. Moi, je vais mettre. Je vais demander à M. Pape Amadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide, président du Sénégal, de nous rejoindre. Et il va se mettre à côté de moi. C'est le président d'honneur d'Emerging Valley. C'est sa deuxième édition. Je vais demander à monsieur le ministre Taleb, ministre de l'Emploi et de la Jeunesse de Mauritanie, également de nous rejoindre. Voilà, il est là. Vous pouvez rejoindre... Oui, voilà. Je vais demander à Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Pierre Ricard et chef de file pour la France du sommet des Deux Rives, de nous rejoindre. Où tu veux, tu peux te mettre là, tu peux te mettre là-bas. Non mais c'est bien, que, comme ça ça équilibre, voilà, c'est bien. Je vais demander à Gonefal, que je ne vous présente plus, qui est la commissaire générale de la saison Africa 2020, de nous rejoindre. Alors là-bas, moi j'aimerais bien vous avoir là aussi, c'est pas mal aussi, enfin quand vous voulez. Et Sarah, voilà, Sarah occupera le siège là-bas, donc là on est à une parité parfaite. Le trait d'union est parfait. Donc le débat aujourd'hui porte, et ça va être une discussion totalement décloisonnée, totalement ouverte, va porter sur comment travailler ensemble entre nos deux continents pour créer de la valeur au service du bien commun. Et avant de démarrer ce dialogue, je voulais quand même saluer la présence dans la salle d'une représentante de haut niveau de la Commission européenne, Maria Cristina Russo, que je demande d'applaudir. Lève-toi, Maria Cristina, qui elle aussi est venue un 5 décembre, jour de grève, pour assister à ce débat et qui fait partie de la direction de la DG Recherche de la Commission européenne. Et vous savez que hier, la
nouvelle commissaire européenne à l'innovation et à la jeunesse, Madame Gabrielle, a délivré un message très fort pour l'ouverture d'Emerging Valley. C'était son premier discours. Elle a été investie il y a à peine 3 jours. Et c'était très important, ma Christina, de t'avoir avec nous. Et ta présence est vraiment stratégique et importante. Et c'est grâce à toi aussi que nous avons la participation du programme Africa Europe Innovation Partnership que tu portes. Et encore une fois, on voulait te remercier. Merci, Maria-Christina. Les enjeux du débat, c'est comment mieux faire émerger un numérique qui ne soit plus un numérique que l'on subit, mais un numérique partagé entre les 2 continents. Un numérique où l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique se retrouvent. Et un numérique où les valeurs sont les valeurs qui peuvent rapprocher les peuples et non pas les diviser. Et pour cela, je vais laisser Sarah poser la première série de questions à Salwa Toko pour notamment voir quelle peut être la vision du Conseil national du numérique sur les relations que doivent avoir l'Europe et l'Afrique à travers ce prisme. Je te donne la parole, Sarah. Merci Samir. Avant, on peut peut-être expliquer comment on va organiser la table ronde. On va essayer de l'organiser en 3 temps. Donc, un premier temps, et on avait prévu, mais on peut changer, de parler avec les ministres des grands enjeux. Tout à fait. Peut-être qu'on peut commencer par là pour essayer de poser les enjeux du numérique aujourd'hui en Afrique et de cette situation qui est les enjeux et l'avenir du numérique et en Afrique et Méditerranée. Un deuxième temps, plutôt avec les experts, où on se posera la question de comment le numérique peut vraiment être un vecteur de progrès, un pas vers une société plus humaine. Et là, on retrouve ce débat si important qu'on avait déjà abordé l'an dernier autour de ces 2 concepts qui sont celui d'innovation et de progrès. Comment faire de l'innovation du progrès et pas de l'innovation pour l'innovation. Et puis un troisième temps plus conclusif, où là on sera de nouveau avec les ministres sur comment on s'y prend concrètement pour que le numérique soit vraiment au service de l'avenir de l'Afrique. Donc on peut peut-être commencer par cette première série de questions autour du constat aujourd'hui du numérique en Afrique. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce... On ne va pas nous refaire à chaque fois le coup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dresser comme à la fois progrès, opportunités et grands défis et enjeux pour l'Afrique d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Il faut d'abord se réjouir que Emerging Valley soit déjà dans l'esprit du partenariat stratégique que nous souhaitons développer entre notre continent, l'Europe et la Méditerranée, parce que nous avons eu l'occasion ici de voir des solutions innovantes qui viennent des 2 parties du continent. Et ce fut aussi l'occasion pour nos startups de faire des rencontres avec des investisseurs. Et c'est heureux que de plus en plus les groupes privés et les partenaires, notamment les bailleurs de fonds, apportent des financements de plus en plus significatifs aux startups africaines qui sont en cours de gestation. Et l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui, il faut s'en réjouir, se structure davantage avec non seulement des opportunités de financement, mais des débouchés importants. Je pense que l'enjeu du numérique n'échappe à aucun État et à aucun peuple à travers le monde. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, nous avons énormément investi dans les infrastructures des télécommunications pour améliorer la connectivité, ce qui fait que le câble sous-marin que nous avons investi dans d'autres pays permet d'avoir des relations entre les pays, même ceux qui ne sont pas reliés à la mer. Et puis, il y a également, grâce à cet investissement public, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il y a eu le développement des services financiers mobiles
notamment dans les filières professionnelles, comme dans le secteur agricole. Donc, du point de vue de l'État, des pouvoirs publics, en ce qui nous concerne, puisque je voudrais parler en particulier de la Guinée, avant de parler peut-être dans une deuxième étape des enjeux africains, nous sommes parfaitement conscients que c'est un défi de notre époque et cela doit se ressentir aussi bien dans la gouvernance économique et sociale que dans les choix politiques que nous sommes appelés à faire. Donc, grâce à ces initiatives et à ces programmes, nous parvenons quand même à aller dans la révolution que nos chefs d'État ont baptisée la 4e révolution et d'en tirer le meilleur parti pour nos populations. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Guinée est de plein pied dans l'innovation technologique et procède au niveau de l'État grâce à une volonté politique claire, aux investissements nécessaires pour améliorer la connectivité et encourager l'innovation dans le domaine. Merci beaucoup. On peut applaudir Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre de Mauritanie, et ensuite ce sera à Monsieur le ministre du Sénégal de prendre la parole, mais le ministre de Mauritanie, comment est-ce que vous voyez justement, on en a parlé un peu hier, mais avec tous les pitchs que vous avez entendus et surtout avec les débats auxquels vous avez participé, je rappelle que hier, la délégation mauritanienne a eu un débat d'intelligence collective en lien justement avec toutes les thématiques de comment améliorer l'écosystème. Aujourd'hui, comment est-ce que la Mauritanie peut se servir du numérique pour résoudre ses propres problèmes et apporter aussi des modèles alternatifs par rapport aux modèles existants? Merci beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, la Mauritanie participe activement à ce Emerging Valley. Et je peux vous dire que c'est à cause d'eux, c'est à cause de ces jeunes entrepreneurs que je suis là, parce que moi j'avais le choix entre... C'est leur boulot. Hein. J'avais 3 missions en même temps et le choix a été fait. Finalement, j'ai dit non, je vais venir avec vous parce que c'est une grande opportunité pour nous d'avoir cette nouvelle génération d'entrepreneurs, surtout dans le digital, parce que l'enjeu pour nous est extrêmement important. Comme je l'ai expliqué hier, nous faisons face à des défis au niveau du chômage des jeunes et comme vous le savez, la plupart de nos pays, la croissance économique que nous avons ne permet pas de créer beaucoup d'emplois et je pense que c'est un créneau sur lequel nous voulons véritablement investir pour essayer de résoudre la question du chômage. Donc, ce que nous avons vu ce matin, depuis hier, les pitchs auxquels nous avons participé, nous confirment que l'Afrique, véritablement, aujourd'hui, est arrivée à un stade où le digital est en train véritablement de créer un nouveau modèle économique. Et donc, je suis extrêmement, en ce qui concerne la Mauritanie, je suis très rassuré sur le fait que l'écosystème entrepreneurial dans le domaine du digital est en train de prendre son envol. C'est vrai que ce n'est pas facile pour eux, d'autant plus que, je dois le reconnaître, les politiques n'ont pas suivi, donc les pouvoirs publics n'ont pas aidé cette nouvelle génération à prendre de l'envol. Je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est par eux-mêmes, c'est vraiment leurs propres efforts. Je voudrais vraiment le saluer. Hier, je l'ai dit dans la session concernant la Mauritanie, nous sommes en train de prendre des mesures, nous sommes en train de nous rattraper pour leur donner un coup de pouce, que ce soit en termes de régulation. Je l'ai dit, le code d'investissement, le nouveau code d'investissement que nous sommes en train de mettre en place et le futur conseil présidentiel sur l'investissement va donner beaucoup d'espace à ces jeunes entrepreneurs pour essayer de déverrouiller, pour essayer de lever toutes les contraintes afin qu'ils puissent véritablement faire leur travail. Donc je voudrais vraiment le rassurer de cela. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'autre pendant de la question. Il faut quand même être réaliste, il faut être pragmatique. Le digital, c'est important, comme je l'ai dit, mais je dis qu'actuellement, l'état de nos économies, l'état de nos sociétés, il faut être pragmatique. On est dans un état qui ne nous permet pas aujourd'hui de dire que le digital, de dire que les startups, que les entrepreneurs du digital vont être la solution aux problèmes économiques et sociaux. Pour la simple raison, comme je l'ai dit hier également, que nous avons un déficit de compétences qu'il faut combler, nous avons nos systèmes éducatifs qu'il faut revoir. Et ça, c'est extrêmement important. Si on ne le fait pas, malheureusement,
nous allons toujours rester à la traîne. Et les pays n'ont pas la même... donc les pays n'ont pas véritablement le même niveau. D'un pays à un autre, vous pouvez... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir M. Taleb. Et avant de passer la parole à M. Papsar, nous avons un autre ami qui nous a rejoint, le ministre de l'Innovation du Niger, M. Sadissou, que je demande de venir nous rejoindre ici. Il a sa place avec nous pour participer à ce débat. Donc nous avons une plénière extrêmement de haut niveau avec 4 ministres africains d'innovation. Ici à Marseille, un 5 décembre, le jour de la grève la plus forte qu'on nous a annoncée, ils sont tous venus. Monsieur Sadissou, installez-vous. Alors, Papa Amadou Sarr, monsieur le ministre, on se connaît un peu maintenant, c'est votre 2e édition. Lorsque vous êtes venu ici, vous avez dit que l'innovation n'avait de sens que si elle permettait de résoudre les problèmes du quotidien et si l'État jouait son rôle. Aujourd'hui, le Sénégal a franchi une étape majeure avec l'adoption de ce qu'on appelle le Startup Act pour permettre justement aux startups numériques de se déployer et de lever plus facilement du financement. Par rapport aux échanges qui ont précédé, comment voyez-vous les choses aujourd'hui, 1 an après votre première participation à Emerging Valley? Merci Samir et bonjour à tous mes collègues et toute l'audience. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. C'est vrai qu'on est arrivé tout à l'heure à midi, mais si je n'étais pas venu, Samir allait avoir une crise cardiaque parce que depuis 2 jours il me dit il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Donc on est en train actuellement d'organiser à Dakar le Dakar Digital Show, notre Vivatech avec le groupe Sonatel Orange. Et ce qui est impressionnant, comme tu le disais, Samir, c'était en novembre l'année dernière, nous nous étions engagés à adopter une loi start-up à la tunisienne. Ils ont passé, je pense, 3 ans, je ne sais pas s'ils sont là, à mettre en place. Une délégation tunisienne qui est présente. Et quand on est rentré, c'était le 24 novembre 2018, nous avons eu une rencontre avec les chefs de l'État, avec presque 500 jeunes start-upers du numérique. Et il est resté avec nous de 16h ou 15h, je dirais, jusqu'à 19h30, en échangeant sur les enjeux majeurs en termes de digital, économie numérique, start-up, financement. Et à la fin de la journée, il y avait 2 décisions majeures qu'il a prises ou qu'on a forcé à prendre entre nous. On lui a dit, Monsieur le Président, si vous voulez que le Sénégal soit une start-up nation, parce qu'on était en discussion avec Israël à l'horizon 2030, il faudrait qu'il y ait un environnement et un cadre réglementaire favorable. Il faudrait une taxation flexible, souple pour les start-up, les PME. Il me dit de quoi s'agit-il? J'ai dit il faudrait qu'on parle au ministre des Finances pour qu'ils puissent voir la taxation des start-up, leur donner une grace period de 3 à 5 ans qui leur permettent de se développer. Et il a dit, séance tenante, au secrétaire général du gouvernement et le Premier ministre de l'époque, je veux une Startup Act en 1 année. Et l'ADER, l'institution que je dirige, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes rattachés à la présidence, on a travaillé avec le ministère des Finances, le ministère des Télécoms et les acteurs, les start-upers qui sont là dans la salle, la Banque mondiale et d'autres partenaires. Et en moins d'1 an, aujourd'hui, il y a 1 mois, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Et ça passera au Parlement la semaine prochaine pour avoir la première Startup Act en Afrique de l'Ouest francophone. Bravo. Il l'a dit ici, hein, et il a tenu parole. Et c'est fait. Ici, ça a été annoncé ici. En plus de cela, hier, je taquinais mes collègues de l'AFD, j'ai dit, attendez, il faut qu'ils fassent mieux. Ils ont annoncé 15 millions d'euros hier pour l'Afrique. Nous, on a 15 milliards de francs CFA, presque 30 millions d'euros pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Donc, je ne sais pas si Bertrand, l'AFD est toujours là, Sarah et autres là. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Voilà. Parce que bon. Voilà, donc on a mis 5 millions d'euros par an pour accompagner les startups dans tous les secteurs. Économie numérique, tu en parlais tout à l'heure, Samir, e-health, la santé digitale,
tout ce qui est utilisation des technologies pour l'agriculture, les drones, les déchets, l'assainissement, etc., etc. Nous avons financé le 24 novembre pour 1 milliard de francs CFA, presque 2 millions d'euros, de start-up avec des tickets allant de 10 millions de francs CFA, 15 000 euros, à 100 000 euros. Des start-up qui sont dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain, avec des prises de participation directes, de la dette, de la garantie pour accompagner ces start-up pour qu'ils se développent. C'est un state venture capitalist. Bravo, monsieur le ministre, bravo. Monsieur Sadissou, vous allez avoir un mot conclusif un peu plus tard, parce que ça me semble important maintenant d'entendre la voix des décideurs experts comme Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique de la France. Dans l'une de ses dernières déclarations, la présidente de la Commission européenne a dit que l'Europe de 2050 sera une puissance de premier plan dans le numérique. Peut-elle y arriver sans l'Afrique, selon vous ? Merci pour cette question très compliquée. Bonjour à toutes et à tous. Merci Samir. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là parmi vous à double titre. Parce que oui, je suis la présidente du Conseil national du numérique depuis 1 an et demi maintenant. Et 2, parce que je suis africaine. Voilà. Donc, d'autant plus ravie d'être présente et de participer aussi à cet engouement vers le numérique, mais un engouement qu'il faut mesurer et qu'il faut effectivement accompagner. Alors, très rapidement, juste pour vous dire, le Conseil national du numérique, c'est un organe en fait consultatif qui existe depuis un peu moins de 8 ans, qui a pour objet de faire des propositions de recommandations de politique publique dans le cadre de tous les enjeux du numérique en France, mais avec beaucoup de ponts aussi que nous, sous ma mandature, nous avons renforcés avec l'international, notamment bien sûr l'Europe, puisque penser le numérique en France sans l'Europe, ça n'a pas trop, ça n'a pas de propos en fait, mais aussi avec, au-delà de l'Europe, l'international dans sa globalité. Nous sommes 30 membres nommés par le secrétaire d'État et le Premier ministre, et donc on accompagne l'ensemble des institutions et des ministères dans leurs réflexions, leurs perspectives et leurs prospectives sur les problématiques et les enjeux numériques qu'ils traitent à leur échelle interne. Pour en revenir à la question que je préfère oublier, que je fasse une prospective. Est-ce que l'Europe peut y arriver sans l'Afrique ? Je dirais en fait que quel que soit le continent, personne ne peut y arriver tout seul. Voilà. L'Europe n'y arrivera pas sans l'Afrique, tout comme l'Afrique n'y arriverait pas sans l'Europe, mais l'Europe n'y arrivera pas non plus sans le bloc asiatique, tout comme le bloc asiatique, et on le voit d'ailleurs sur ce qui se passe en Afrique, n'y arriverait pas seul non plus. Si je passe de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe n'y arriverait pas non plus sans renforcer ses liens avec le continent américain, que ce soit le continent nord-américain ou le continent sud-américain. C'est ce qui est un petit peu la particularité de cette révolution, de ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est que maintenant tout est interconnecté. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les géants du web, ont relié toute la planète. Et donc, penser que l'on réussirait à des échelles territoriales sans être en lien avec les autres territoires me paraît complètement utopique. Nous, au Conseil national du numérique, on défend une vision qui est peut-être un petit peu différente de celle que vous pouvez, vous, les start-upers, entendre de manière générale, à savoir que dépasser ces enjeux du numérique, ces challenges auxquels nous faisons face, c'est peut-être pas forcément, effectivement, adopter des politiques de développement économique telles qu'on les voit aux États-Unis ou en Chine, pour citer en fait les 2 principaux qui dominent aujourd'hui la planète. Alors moi, personnellement, je trouve que ce sont 2 développements qui sont tout à fait parallèles, qui sont similaires. Il y en a un, c'est juste qu'il a un marché intérieur suffisamment puissant pour pouvoir se contenter pour le moment de son marché intérieur. Puis il y en a un autre qui est dans une économie libéraliste qui a besoin de s'étendre et
de coloniser économiquement la planète. Donc voilà, donc, vous pouvez aimer, ce sont deux développements qui sont les mêmes, à savoir que la puissance publique a énormément investi dans ce qui était à la base des startups. Google était une start-up. Alibaba était une petite start-up qui a été fortement aussi financée par la puissance publique gouvernementale pour pouvoir en faire effectivement des géants économiques. Et c'est là aussi, et c'est là le paradoxe en fait de cette économie numérique et de cette invasion économique numérique. Il faut bien garder en tête que ces startups qui aujourd'hui dominent économiquement la planète, qu'on appelle les winners, hein, les winners take all, ont d'abord été des startups qui ont été massivement financées par la puissance publique. Sans l'investissement de la puissance publique, ces acteurs n'existeraient pas aujourd'hui sur les marchés et n'auraient pas pu se développer aussi rapidement et de manière aussi agressive sur un marché économique mondial. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une très très grande économiste italienne qui le démontrait très bien, Mariana Mazzucato, qui explique extrêmement bien comment en fait la puissance publique, l'État, a toujours été aux côtés et a toujours été la première investisseuse de ces grands géants de ce qu'on appelle aujourd'hui les géants du numérique. Alors, qu'en est-il du coup de l'Europe ? L'Europe, et notamment effectivement, c'est un grand message porté aujourd'hui par le président de la République Emmanuel Macron pour ce qui est de la France, c'est de vouloir pousser effectivement à ce que la France et l'Europe fassent de même, et elles aussi encouragent et soutiennent un développement économique d'entreprises, donc deux fameuses start-up, pour elles aussi donc en faire des licornes et des unicorns. Alors, pourquoi pas ? Effectivement, on est dans un marché économique, parce que le numérique a d'abord toujours été traité sous cet angle économique. Ça peut être une solution de faire émerger effectivement des géants qui auraient la capacité d'affronter les géants américains et les géants chinois. Nous, au CNUM, on voit ça d'une autre manière. On se dit, qu'est-ce qui nous promet que des géants même européens, même pourtant porteurs des valeurs européennes, pourraient faire mieux que les géants américains ou que les géants chinois. On se dit, nous n'avons absolument pas la capacité aujourd'hui de pouvoir maîtriser effectivement un futur d'entreprises européennes nouvelles, puisqu'on parle de start-up, qui aurait un effet plus positif. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche énormément aux géants du web actuels, qu'ils soient chinois d'ailleurs en interne, et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 2 jours, en fait, la Chine a décidé qu'aujourd'hui, pour obtenir un téléphone portable, il fallait faire de la reconnaissance faciale. Voilà. On ne peut plus acheter de téléphone portable en Chine, donc de carte SIM, sans reconnaissance faciale. Il y a déjà des voix en interne en Chine qui commencent à s'élever contre cette intrusion dans l'intimité pour juste acheter un téléphone portable. Donc, mais vous avez à peu près la même chose aussi aux États-Unis, avec des déploiements de technologies que vous utilisez tous aujourd'hui au quotidien. Moi, la première, qui prennent nos données, qui ont une intrusion en fait dans notre intimité que nous ne maîtrisons pas. Et c'est ce qu'on reproche en fait à ces géants. Donc qu'est-ce qui nous assure, nous, qu'en Europe, nous serions en capacité de pouvoir encourager des entreprises qui ne se baseraient pas en fait sur ce même modèle économique, puisqu'il est bien là le problème, il est sur ce modèle économique. Ce business model de ces géants n'est que sur la captation de notre attention et la captation et la revente de nos données personnelles. Donc comment est-ce qu'on réfléchit, nous, en Europe, et nous, au sein du Conseil national du numérique, à voir comment encourager d'autres types de modèles de développement qui permettraient de faire un rééquilibrage et qui permettraient justement de développer ce numérique inclusif, ce numérique plus humain, puisque aujourd'hui, les grosses problématiques sont bien vis-à-vis en fait de la société et de l'humain. Et c'est là où moi je dis, et je clôture par ça,
Puisque nous, au Conseil national du numérique, nous réfléchissons en ces termes, on n'a pas encore trouvé la martingale, donc si jamais il y en a parmi vous qui en ont une, on est preneur hein, d'échanges. Ce que je voudrais dire, en fait, aux pays africains et aux ministres qui sont ici présents, retenez les leçons de ce qui s'est passé en Occident. Essayons de ne pas faire la même chose. Essayons de ne pas avoir cet impact négatif sur nos sociétés en Afrique, qui sont de fait plus fragiles que les sociétés occidentales, qui elles-mêmes aujourd'hui souffrent de ce déploiement et de cette économie du numérique. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre pensée, dans ce que vous portez au Conseil national du numérique, c'est cette nécessité de faire du numérique avec, et notamment avec des philosophes, de faire du numérique au service de l'éthique et de faire du numérique qui pense en fait. Alors on ne dit pas que attention, le numérique ne pense pas, c'est pas ça, mais simplement on oublie trop souvent que le numérique, derrière, il y a un gros background philosophique et éthique qui peut permettre d'aller vers ce numérique plus humain. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez développer ça? Alors, en 2 mots, ça va être dur. Le Conseil national du numérique, depuis quelques années, a toujours effectivement promu ce qu'on appelle l'enseignement du numérique, des humanités numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, si nous avions été en capacité, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, de pouvoir comprendre, de pouvoir anticiper que les technologies allaient à ce point impacter la société, on aurait peut-être inclus dès le départ dans les enseignements, notamment secondaires et supérieurs, des processus et des modèles et des modules philosophiques et éthiques avec l'informatique pour que nos codeurs qui font le monde d'aujourd'hui, parce que le pouvoir aujourd'hui est vraiment dans la technologie, donc que ces codeurs aient dès le départ une pensée de design, programmation philosophique et éthique, et de penser systématiquement que chaque algorithme ne puisse pas avoir d'effets néfastes et négatifs sur l'humain qui est l'utilisateur final des algorithmes qu'ils mettent en place. Voilà ce que nous défendons. J'espère que j'ai été assez courte. On peut applaudir Salwa pour ce développement. Là, on est dans le fond, on est dans le concept, on est dans la pensée. Et pour continuer à tirer ce fil et aller sur la rencontre entre la technologie et l'humanité et les humanités, il n'y a pas de meilleure oratrice que Patricia. Patricia, sur le vivant, sur comment est-ce qu'on est en train aussi de perdre certaines valeurs, des valeurs qui existent encore au Sud, mais comment est-ce que toi tu vois les choses et comment est-ce que la question du climat aussi doit être abordée à l'heure de ces nouveaux paradigmes? Et bien entendu, comment tu as vu ça à travers le sommet des 2 rives? Merci beaucoup, Samir. En fait, le sommet des 2 rives, ça a été un moment où beaucoup d'idées fausses sont tombées parce qu'on ne prend jamais le temps de réviser un petit peu ses idées. Et puis parfois, on se retrouve dans des situations de vie où plein d'idées comme ça, finalement, sont un petit peu rééclairées au gré d'une rencontre, au gré d'un constat. Alors d'abord, la première belle idée, c'est qu'en fait, moi j'ai compris que ce rapport rive nord, rive sud, c'était les pays du nord de l'Afrique et les pays du sud de l'Europe, et que ça déjà c'était une inversion de la vision, c'est-à-dire qu'on était vraiment, on était bien plus proche qu'on l'imaginait. Que ce sommet des 2 rives, en fait, il n'a eu de cesse que de chercher la convergence. On a vu beaucoup de projets émerger, et à peu près 276. Et c'était extraordinaire. Il y avait presque de la synchronicité dans les projets. Tellement, je crois, nous sommes arrivés au même endroit de ce monde, avec des constats, avec une jeunesse dont le silence était, moi je dirais, un peu assourdissant, parce que c'est vrai que peut-être nous leur laissons pas encore assez de place. Là, ici, c'est le contre-exemple, mais partout ailleurs, les jeunes sont souvent trop absents, à tel point qu'ils réinventent un monde à eux. Et ce faisant, ils font bouger le monde.
Et d'autre part, après, j'ai rencontré Samir, et moi, je suis une boomer, hein, je n'ai aucun scrupule, je ne suis pas du tout digital native, et je fais partie de ces gens qui ont vu arriver et un peu subi le monde digital, parce que ça bouscule un peu des habitudes, et j'avais évidemment un regard différent sur le digital. Et j'ai lu le livre de Samir, Startup Lions, et là, j'ai été totalement surprise, parce qu'il ne me serait jamais venu à l'idée d'associer la solidarité, le progrès social, l'humanisme à un appareil digital. Pour moi, c'était un outil qui, au fond du compte, était fabriqué en quantité de plus en plus grande et tombé dans des mains de plus en plus idiotes. Voilà. Effectivement, piller la planète, faire des allers-retours, faire du carbone. En plus, moi qui vois toujours l'aspect un peu environnemental, je voyais toute la partie terres rares, je voyais la partie pollution. Voilà. Donc, je n'avais pas un regard bienveillant sur le digital. Je trouvais que c'était un outil rapide au service d'idées qui n'étaient pas généreuses. Et là, en lisant ce livre et en rencontrant un petit peu le projet Emerging Valley, et en vous écoutant tous aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment extraordinaire, et merci de m'avoir fait changer d'avis. Après, je voudrais revenir à cette Méditerranée qui a défini notre sommet des deux rives. Les scientifiques disent toujours que la Méditerranée est un laboratoire. C'est vrai que nos civilisations se sont faites pour la partie méditerranéenne par l'échange de culture, l'échange de biens, l'échange de marchandises, l'échange de ce qu'on pourrait appeler des valeurs. Et là, j'aimerais partager avec vous une réflexion d'Emmanuel Delannoy, qui fait des remarquables exposés sur les limites de la planète. Et il nous explique en fait très gentiment que depuis le début de l'ère industrielle, nos valeurs se sont inversées. Au début du XVIIIe siècle, les ressources premières, les ressources naturelles étaient très nombreuses, et la connaissance était rare. Il y avait très peu d'érudits. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans un schéma inverse, c'est-à-dire qu'on a des ressources naturelles de plus en plus minimes, qui se pratiquement, voire effondrées. Et en revanche, on n'a jamais eu autant de connaissances. Eh bien, je me dis que peut-être un digital porté par une génération qui fait preuve d'une responsabilité et d'un humanisme qui peut, nous, boomers, nous mettre peut-être face à un miroir un peu coupable. Je me dis que finalement, ce digital, c'est les nouveaux vaisseaux d'une nouvelle civilisation, et qui transporte des valeurs qui ne sont pas forcément des tonnes de quelque chose ou des billes de bois de quelque chose. Ou voilà, on transporte plus que de la matière, on transporte de la connaissance. Et ce qui est formidable quand on échange de la connaissance, c'est que tout le monde s'enrichit. Voilà, quand on échange de la connaissance, deux personnes qui parlent, au pire repartent chacun avec une connaissance, et au mieux avec une troisième, née de la rencontre de ce dialogue. Donc merci Samir de m'avoir ouvert les yeux sur tout ça. Bravo les start-upers, et qu'on ne me dise plus jamais qu'un jeune sur son portable est un être humain égoïste, parce que je n'ai jamais vu autant de solidarité, d'humanisme et de responsabilité que derrière tous ces écrans. Merci à vous. Ngone Fall, commissaire général de la saison Africa 2020. C'est facile de rebondir sur ce que vient de dire Patricia, parce que ce transport de la connaissance, c'est aussi beaucoup comme ça que vous abordez le numérique dans Africa 2020. Sur cette question de l'accessibilité, peut-être que vous pouvez nous dire la place du numérique dans Africa 2020. Et puis, si on se place en 2040, comment vous voyez le numérique qui a transformé l'Afrique? On peut aller là. Oui, je vois que c'est moi qui ai hérité de cette question. C'est pas juste, ça devait être ça. Non, mais Salwa, oui, c'est pas juste, c'est pas juste. Elle pourra aider. 2040, je sais pas. J'aurais eu le temps de mourir 40 fois, je sais pas. Mais non, par rapport au numérique, déjà par rapport à la saison Africa 2020, le premier thème, c'est oralité augmentée. Donc, par là, c'est comment est-ce que justement les savoirs et les connaissances se transmettent de façon augmentée. Et nos classiques, quand on pense à la télé, à la radio, et puis évidemment maintenant au smartphone et tout ce qui va avec, et cette idée de transmission de savoir. Donc ça passe par tout le programme que je suis en train de mettre en place avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, justement en m'appuyant sur le numérique pour pouvoir toucher tous les territoires, y compris le monde rural, y compris jusqu'en Polynésie, et avoir des échanges entre professeurs des écoles, entre classes, entre écoles, entre académies, de part et d'autre de la Méditerranée. Donc il y a des comités Africa 2020 qui sont en train d'être mis en place par justement des personnes détachées du ministère de l'Éducation.
Et chaque académie va faire des appels à projets et nouer des échanges avec des écoles de l'autre côté. Et pas seulement des écoles françaises, je souhaite qu'il y ait des écoles publiques en Afrique, dans tous les pays. Donc je leur ai lancé le défi en disant, l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc sortez du confort de vos langues françaises, de la langue française, et qu'en Afrique, tout le monde ne parle pas le français, et qu'il y a aussi le Hausa, le Swahili, le Bambara, il y a l'arabe, il y a le français, il y a l'anglais bien entendu, il y a le portugais, mais il y a toutes ces langues. Et comment est-ce que de part et d'autre, il peut y avoir un programme pédagogique qu'on est en train de mettre en place, et ça passe par le numérique. S'appuie aussi sur certaines industries créatives comme les studios de films d'animation et de jeux vidéo. Donc j'ai mobilisé le African Animation Network, qui est un réseau de studios de films d'animation dont la tête de réseau, le coordinateur est basé en Afrique du Sud, et le responsable de la communication est basé à Accra. Donc eux, ils sont en train de mobiliser tout le réseau, et on est partenaire du Festival du film d'animation d'Annecy, donc où il y aura un gros stand Africa 2020, des films en sélection. Il y aura certains d'entre eux qui seront dans le jury. Il y aura aussi des rencontres professionnelles et également des rencontres avec les écoles, parce que la formation, là encore on en revient à l'éducation, est importante. Donc tout ce qui est le e-learning, mais aussi les rencontres physiques sont importantes. Donc vraiment la saison s'appuie sur le numérique pour cette transmission des savoirs que nous, Africains, nous détenons et que nous offrons à la France. Donc je suis en train d'inverser déjà au niveau des mentalités, où on dit toujours il faut aider le tiers-monde, il faut aider l'Afrique. Là, l'Afrique va mettre à disposition un corpus de savoir en partant des outils pédagogiques de l'histoire générale de l'Afrique, donc les 7 volumes, qui ont été transformés en outils pédagogiques numériques. Donc on va former des professeurs des écoles en France pour que l'histoire de l'Afrique soit enseignée correctement aux petits Français. Merci beaucoup, ce clin d'œil. Et je ne répondrai pas sur 2040 parce que je ne sais pas où je serai. Alors peut-être que, j'espère, peut-être que le ministre Sarr peut répondre. Sorti du délire de la saison et sur ma presqu'île à Dakar, en train de dormir au bord de la mer. Ok, on accepte le joker, mais c'était quand même un clin d'œil, parce que c'est vrai que la saison Africa 2020 est quand même très disruptive. Elle met l'accent sur le rêve, l'imagination. On pense ensemble notre futur, on se projette, il y a beaucoup de perspectives positives. C'est quand même une saison, c'est quand même magnifique ce qui est en train de se passer. Donc c'était aussi un hommage à ça. Donc ok pour ne pas y répondre, mais merci de l'avoir Disons porté. qu'en 2040, Merci tous les beaucoup. projets qui auront été initiés continueront, Voilà. et qu'en 2040, les jeunes Français qui à ce moment-là auront 20 ans seront capables de parler de l'Afrique sans condescendance, sans mépris et sans cliché. Voilà. Merci. Je reviens avant de refaire un dernier tour de table et ensuite nous écouterons Monsieur le ministre du Niger. Je reviens à toi, Papa, Monsieur le ministre Sarr, sur... non, vous, Monsieur le ministre du Sénégal. Monsieur le Niger, ce sera après. Mais d'abord, c'est vous. Quelle leçon aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de... on va s'inspirer, on va reproduire ici dans nos pays. C'est en fait, qu'est-ce que l'Afrique peut offrir comme modèle alternatif à l'Europe, et faire inverser le modèle, inverser le sens, et ne plus parler d'innovation inversée, qui est un terme qu'il faut bannir, mais de se dire que l'innovation européenne peut directement puiser à la source de l'innovation africaine. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Alors, je prendrai 2-3 modèles. Exemple, tout ce qui est aujourd'hui transfert d'argent au fintech. Je pense que l'Afrique est devant l'Europe. Orange en France a repris le modèle de paiement qui avait été développé un peu au Sénégal, pour joli. Avec 10 ans de retard. Exact. Avant, il y avait le Kenya, M-Pesa qui était devant nous, Wari aujourd'hui, et de plus en plus à Dakar, à Abidjan, à Accra, etc. Les jeunes avec les smartphones, ils font les paiements, les achats, les femmes en milieu agricole, comment on appelle ça, la vente et l'achat des produits, l'anacarde, le cacao, etc. Tout se fait de façon cashless payment. Aujourd'hui, ça, c'est un point. L'autre, c'est la musique, la culture. Il y a beaucoup de groupes africains aujourd'hui qui sont en train de faire des contenus digitaux un peu partout au Nigeria. On a l'exemple de Bollywood, etc. Nollywood, autant pour moi. Et Ngone l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, à l'horizon 2040, je pense qu'on devrait pouvoir regarder
l'Afrique avec moins de, excusez-moi le terme, condescendance, mais de partenariat de deux continents ou trois qui se mutualisent les talents, les efforts. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ont fait nos études en Europe, aux États-Unis. Nous sommes de retour au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Kenya, et nous sommes dans cette mobilité entre les trois continents, et que ce brassage culturel doit servir, à mon avis, au développement de tous les deux continents, ou de tous les trois continents, et le numérique est un vecteur important là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est paiement, connexion, etc., on peut être à Paris, à Dakar, au même moment, les choses se savent, l'information circule, et vraiment, je pense que c'est le moment que l'Afrique doit choisir le mieux pour entrer dans la révolution digitale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On applaudit Monsieur le Ministre. Monsieur Sadissou, aujourd'hui, les problèmes qu'affronte le Sahel sont des problèmes massifs en termes de désertification, en termes de démographie, et l'innovation, souvent, est générée par les contraintes. Et l'innovation sahélienne, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres parties du monde vont s'en inspirer parce qu'ils vont affronter les mêmes problèmes. La sécheresse, le problème de sécuritaire, et le problème aussi de démographie et les infrastructures qu'il faut créer pour ces démographies exponentielles. La question, c'est, pour vous, et vous en avez déjà parlé sur la plénière sur les sciences preneurs, mais pour vous, l'Europe doit-elle maintenant regarder sérieusement ce qui se fait au Sahel? Parce que peut-être que dans 20 ans, eh bien, ces problèmes vont se poser aussi sur la rive nord de la Méditerranée. Et peut-être que vous êtes déjà en train de prendre de l'avance, parce que, comme le disait Patricia, le défi climatique, il est global. Il touchera tout le monde en même temps, d'un coup. Merci. Avant d'arriver à la réponse à la question que vous posez, je voudrais d'abord dire que depuis hier et ce matin, j'ai beaucoup parlé sur la recherche, l'innovation, le dialogue entre les décideurs politiques, les entrepreneurs, etc. Pour ce qui concerne précisément le numérique, je veux dire que avant d'occuper le portefeuille de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, j'étais au portefeuille de postes télécommunications et économie numérique. Alors, à ce titre, j'ai vécu les efforts que mon pays est en train de faire dans ce domaine-là pour tendre vers cette révolution numérique. Nous sommes un pays très vaste, 1 287 000 km², et si nous voulons assurer la promotion du numérique, il faut forcément passer par le maillage du territoire national en fibre optique. Alors, nous avons osé, nous avons réussi. La seule portion qui nous reste aujourd'hui, c'est la dorsale transsaharienne. La fibre optique qui va relier l'Algérie, qui va remonter vers le nord du Niger, Agadez, qui va continuer au Tchad et puis au Nigeria. Alors, ce taux de pénétration de l'Internet que nous avons installé, que nous avons instauré au pays, nous a permis effectivement de remporter de grands succès dans le domaine du numérique. Maintenant, pour les questions que vous évoquez, les défis auxquels le Sahel est confronté, c'est bien entendu des défis qui sont mondiaux. Le principal défi auquel fait face aujourd'hui le Sahel, c'est le défi sécuritaire. Tant que le Sahel n'est pas en sécurité, c'est le monde entier qui va sentir la menace. Aujourd'hui, le Niger est un pays entouré par des pays en conflit. Nous avons Boko Haram à la frontière du Nigeria. Nous avons la frontière du Mali, la frontière du Burkina Faso, la frontière de la Libye, ce qui pose un sérieux problème d'insécurité. Et malheureusement, la lecture que nous faisons, nous n'avons pas toujours l'impression que le Sahel est véritablement soutenu dans ce combat contre l'insécurité. Le G5 Sahel fait des efforts nécessaires avec ses moyens de bord.
mais véritablement, c'est une préoccupation mondiale et à laquelle tous les pays doivent participer. C'est le principal défi auquel nous faisons face. Les questions climatiques, c'est des questions traditionnelles que nous connaissons déjà et sur lesquelles des efforts sont en train d'être consentis dans nos différents pays. Mais la nouvelle menace, la réelle menace, elle est véritablement sécuritaire et elle interpelle le monde entier. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Donc là, le débat progresse parce qu'on parle d'une innovation africaine qui peut répondre à des défis globaux. Et ces défis globaux, Monsieur le Ministre de Mauritanie, quand on pense par exemple à la question de cette jeunesse qu'il faut employer, jeunesse mauritanienne, j'étais à Nouakchott en juillet et j'ai vu beaucoup de startups, je suis allé visiter les incubateurs, j'ai vu le talent de la jeunesse mauritanienne, le nombre de cerveaux mauritaniens qui sont formés à l'étranger, et c'est une question aussi qui touche à la souveraineté numérique, c'est comment est-ce qu'on fait revenir les talents africains. La fuite des cerveaux, comment est-ce que l'Afrique peut redevenir un aimant de ces talents. Aujourd'hui, l'innovation africaine peut résoudre des problèmes globaux, et comment, quand on regarde par exemple la position qu'occupe la Mauritanie entre l'Afrique, l'Europe, la Méditerranée, comment est-ce que ces modèles peuvent, selon vous, être mis en œuvre de manière très concrète? Et est-ce que, par exemple, le sommet des deux rives, qui se prépare pour 2020, peut être un instrument pour exprimer ces nouveaux modèles et faire une démonstration qu'il faut véritablement penser les choses autrement? Si j'ai bien compris la question, si vous voulez savoir si la Mauritanie, à travers par exemple l'initiative du sommet des deux rives, peut servir de modèle, c'est juste pour bien préciser la question en fait. Est-ce que quand on regarde les problèmes que la Mauritanie essaye de résoudre, par exemple les startups que j'ai rencontrées, ce sont des problèmes par exemple dans la e-santé pour lutter contre les déserts médicaux. Et ce sont ces innovations qu'il faut mettre en avant. Parce que ce sont des innovations qui résolvent des problèmes fondamentaux et qui sauvent des centaines et des milliers de vies. Et c'est à ça que doit servir la promotion de l'innovation. Tout à fait, hein, je suis totalement d'accord avec vous qu'effectivement en Mauritanie, même si donc on assiste à une éclosion de start-up dans le digital qui est très récente, il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Et comme je l'ai dit, nous sommes en train donc nous sommes au nouveau gouvernement, nous sommes là depuis 4 mois. Et donc, dans notre stratégie de développement, c'est l'humain, le capital humain. Je pense que, et là je vais peut-être donner un avis un peu contraire à mon collègue du Niger, c'est que je pense que le défi majeur aujourd'hui dans notre continent, c'est beaucoup moins des questions de sécurité que celles donc, du développement de façon globale. Par exemple, l'éducation, la santé, les inégalités sociales et économiques qui ont explosé ces dernières années en dépit de la croissance. Je pense qu'il faudrait que le monde sache que aussi longtemps que nous avons les inégalités économiques, les inégalités sociales dans notre pays, c'est cela qui va constituer le terreau de tout ce qu'on appelle l'insécurité. Si on arrive à bâtir des systèmes éducatifs performants, si on arrive à faire comme ce que les pays, les dragons de l'Asiatique ont fait, c'est-à-dire en 20 ans, ils ont réussi à dépasser complètement le niveau de développement donc, de l'Afrique. Je rappelle par exemple pour des pays comme la Malaisie, comme Taïwan, c'était des pays qui étaient moins développés que la Côte d'Ivoire et d'autres pays dans les années 60, dans les années 80. En 20 ans, ces pays ont atteint des niveaux de développement qui ont complètement laissé tout le monde bouche bée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont beaucoup investi dans les systèmes éducatifs, ils ont plus d'ingénieurs que nous, plus de mathématiciens, plus de scientifiques. Ils ont eu des systèmes politiques moins turbulents que ceux que nous avons connus, donc moins de corruption, une bonne gouvernance. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Si on arrive véritablement sur notre continent à garantir à notre génération la stabilité politique, à faire moins de corruption, à donner beaucoup plus de leadership à notre jeunesse, si on arrive à les orienter vers les filières qui sont porteuses, la technologie, la science, le développement, je pense qu'à ce moment-là, nous allons véritablement, nous aussi, aller de l'avant. Ça, c'est une question. En ce qui concerne la Mauritanie, effectivement, nous fondons beaucoup d'espoir sur cette nouvelle génération qui est déconnectée. La génération 2.0 africaine, c'est une génération qui est décomplexée. Ce n'est pas l'ancienne génération qui nous ressasse toujours cette
rengaine, oui, voilà, l'Occident nous a colonisés, etc., etc. Non, c'est une génération qui, comme la nouvelle génération européenne, qui est décomplexée, qui pense beaucoup plus développement, qui pense coopération, qui pense multilatéralisme. Je pense que c'est important de le souligner. Et nous fondons beaucoup d'espoir, effectivement, sur cette génération d'entrepreneurs en Mauritanie pour nous aider à trouver des solutions. Effectivement, comme je l'ai dit, oui, il y a des solutions qui sont aujourd'hui en train d'être développées, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit des applications pour améliorer la santé des populations, mais cela reste une goutte dans un océan. Aujourd'hui, si vous sortez des grandes villes en Afrique, vous partez à 10 km, vous allez voir la déconnexion, vous allez voir l'ampleur des difficultés, l'ampleur des défis de développement. Au niveau de la connectivité, quels sont les pays aujourd'hui qui ont la 4G? Ça se compte même au niveau dans nos propres villes, à Nouakchott, avec tout le progrès que nous faisons. D'un quartier à un autre, vous avez donc la connectivité que ce soit la téléphonie ou au niveau de la connexion Internet. Donc, elle varie. Donc, il y a beaucoup de défis qui restent encore. Je pense que c'est important de le dire parce que si on pense innovation comme simplement de la mode, parce qu'on en parle à Washington, à Paris, où nous, on doit en parler, je pense que si on ne la fait pas accompagner par des réformes structurelles extrêmement importantes, aussi bien au niveau social, au niveau économique et au niveau politique, c'est important également, on va rester toujours vraiment dans les... Moi, je vais vraiment être très pragmatique. Je viens, comme je l'ai dit hier, je viens du monde du développement. J'ai vu de mes yeux donc la déconnexion entre les discours que nous tenons et la réalité sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que M. Thibault Camara, M. le ministre, a peut-être une des clés, parce qu'il y a une grande opportunité l'année prochaine. C'est que le pays que vous représentez va organiser la conférence Transform Africa. C'est parti du Rwanda, et aujourd'hui, l'année prochaine, vous serez le pays hôte. Et Transform Africa, c'est là où se mesurent les rapports de force, parce qu'on fait venir tous les géants du numérique, les GAFA, ils se réunissaient au Rwanda, et c'est pour négocier, et c'est pour montrer aujourd'hui que faire émerger un marché numérique africain, unique, est possible. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette conférence Transform Africa, et quel est le message que vous voulez faire passer pour mener cette bataille ensemble entre l'Europe et l'Afrique? Merci beaucoup, Samy. Mais avant de parler de Transform Africa, je m'en voudrais, puisqu'on a parlé du génie créateur africain en général et de l'apport de l'innovation des pays africains dans le concert des autres nations, je m'en voudrais de ne pas souligner un tant soit peu le génie créateur quand même des Guinéens qui de plus en plus font preuve d'inventivité et d'innovation. Je voudrais saluer M. Souleymane Camara, qui est un des initiateurs et promoteurs qu'on peut applaudir, qui est dans la salle, je crois. Du salon de l'entrepreneuriat des jeunes, dont un des lauréats se trouve actuellement au Maroc pour promouvoir un smartphone made in Guinée. Je pense que cela est à l'actif du génie créateur africain et en particulier de l'esprit d'innovation des jeunes Guinéens. Nous avons également le jeune Keïta qui a mis en place quand même un appareil dans le domaine médical qui permet de réduire les délais de consultation et dans le cadre de la technologie d'apporter une innovation majeure. Je voudrais donc les saluer pour leur effort d'innovation qui montre qu'il y a des talents dans notre pays et que cela demande juste un petit effort d'accompagnement pour développer davantage le génie créateur dans notre pays et les jeunes talents que nous avons. Transform Africa, à mon avis, est un événement extrêmement important. Vous l'avez dit, inutile de revenir sur les enjeux que vous avez évoqués, mais c'est la preuve évidente que la Guinée, aujourd'hui, s'intéresse davantage à l'innovation et a envie d'être une des locomotives en Afrique du numérique, puisque à cette occasion, ce sera au mois d'avril prochain, on aura tous les acteurs du numérique, que ce soit les écosystèmes numériques, les startups, les entrepreneurs dans le digital et d'autres acteurs qui évoluent. Et je pense que d'abord, c'est une visibilité extraordinaire sur le pays, parce que nous allons accueillir près de 2000 délégués venant de tous les horizons du monde. Donc pendant cette période,
s'ils ne sont pas la capitale mondiale du numérique, nous serons au moins la capitale du continent du numérique. Absolument. Ce qui donc va être un accélérateur, pour utiliser une expression courante dans le domaine, un accélérateur aussi bien dans le domaine du numérique pour notre pays que d'une manière plus générale dans le développement des talents dont nous disposons dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre d'État. Salwa Toko, qu'est-ce que tous ces échanges t'inspirent et est-ce que tu aurais, puisque tu es chargé officiellement de conseiller le gouvernement sur les enjeux du numérique, quel est le conseil que tu nous donnerais aujourd'hui? Alors, je pense que depuis 3 jours, quasiment 2 jours et demi maintenant, vous avez tous entendu énormément, effectivement, à la fois les problématiques auxquelles le continent africain est confronté, qui sont multiples. Aucun n'est prioritaire par rapport à un autre, même si de ma petite fenêtre, je dirais que l'éducation est peut-être effectivement... S'il y en avait un que je devrais mettre en tout premier, ce serait bien la question de l'éducation. Les solutions et l'ensemble des startups que vous avez pu croiser durant ces 2 jours et demi pendant Emerging Valley a bien pu vous montrer que oui, il peut exister des solutions qui, additionnées les unes aux autres, créent un écosystème finalement très dynamique, mais qui a besoin d'être soutenu. Non seulement par la puissance publique, mais aussi par l'investissement privé. Mais on top, et parce que, encore une fois, nous avons des parties en fait, du monde qui ont déjà été dans ce développement, je voudrais rappeler et appeler de mes voeux à ne pas oublier que justement, le numérique, c'est pas que de l'économique, c'est du social. C'est du sociétal. Le numérique aujourd'hui, ce qu'on appelle le numérique, c'est politique. C'est politique parce que ça a tout bousculé, tout chamboulé. Et que pour être sûr d'au moins avancer pour le bien des populations, pour le bien des pays, pour faire reculer les problématiques de sécurité, pour faire reculer la pauvreté, eh bien, il faut aussi associer ce développement économique à des instances qui ont la possibilité de prendre du recul et de mieux effectivement orienter. Exactement nous ce qu'on fait au sein du Conseil national du numérique en France. Et je ne cesserai d'appeler à la création de conseils régionaux du numérique en Afrique qui pourraient travailler main dans la main, être un facilitateur, accompagner les gouvernements à être des facilitateurs pour tout l'écosystème économique, l'écosystème social et l'écosystème société civile. Tout ça pour faire en sorte que le numérique qui est pensé, qui est en train de se créer actuellement dans nos différents pays africains, où qu'on soit, en ruralité ou en ville, eh bien, on pense ce développement pour les humains. Et ça, eh bien, il faut être en capacité de travailler avec l'ensemble des acteurs. Claude Borna nous parlait de cette vision à 360 qu'est Semecity. Eh bien, faisons en fait un Semecity à l'échelle africaine. Pensons global. Et pour ça, nous devons être accompagnés, nous devons créer des structures qui seront en capacité d'orchestrer cette globalité, de faciliter cette globalité et de faciliter ce dialogue augmenté que Ngoné appelle aussi de ses voeux. Merci. Dialogue augmenté, ça c'est un super concept. Et la proposition de créer sur le continent des conseils régionaux du numérique, ça c'est une proposition concrète et la balle elle est dans le camp des ministres. Au Sénégal, on a le CNN, Conseil national du numérique, qui est rattaché au Premier ministre, 80% privé, les entreprises des multinationales, de télécom, des ONG, des chercheurs, des universités, qui font force de proposition au chef de l'État, qui ont contribué au Startup Act et qui aussi décident même des orientations que l'État doit avoir en termes de régulation, en termes de contrôle de contenu et en termes d'environnement. Et je ne peux pas m'empêcher de répondre à mon collègue du Niger. Moi, je suis de la génération 80. J'ai fait mes études en France et en Angleterre.
je suis rentré au Sénégal il y a 4 ans. Je vais à Paris, je vais à Seattle, je vais à Silicon Valley. Je n'ai rien à envier aux jeunes Américains, aux jeunes Français. Aujourd'hui, à Dakar, on a la 5G. Tu vas en milieu rural, il y a la fibre optique. Tu vas jusqu'à Saint-Louis, à la frontière avec la Mauritanie. Tu traverses la Mauritanie, tu as encore le réseau sénégalais. On a des jeunes qui sont dans l'agriculture, qui contrôlent, qui distribuent l'engrais, les semences avec les drones en Mauritanie et au Sénégal, les 2 rives du fleuve. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est arrivée à un tournant où on a, je ne dirais pas qu'il faut avoir de l'afro-optimisme béant, mais que les technologies sont bien présentes dans l'intelligence artificielle. Le Google vient d'ouvrir son plus grand centre au Ghana. La blockchain, Internet des objets, toutes ces nouvelles technologies, réalité virtuelle. Avant-hier, j'ai signé avec la vice-présidente de Unity Technology, le plus grand développeur de jeux vidéo à la Silicon Valley, qui vont mettre en place une centre d'excellence à Dakar. La technologie est présente. On travaille avec Xavier Niel, Station F et d'autres, Draper University, MIT. L'objectif, c'est que la technologie qu'on trouve aux États-Unis, en France, en Israël, on est en collaboration avec l'État d'Israël, on la retrouve à Dakar en temps réel. Et ça aide à sauver des vies. Il y a de la télémédecine, les gens sont opérés à Dakar. Il y a la nanotechnologie, la biotechnologie, etc. etc. Je ne parle pas de Dakar seulement. C'est aussi valable à Abidjan, c'est valable à Lagos, c'est valable au Rwanda, c'est encore mieux. Kagame, ce qu'il est en train de faire, c'est révolutionnaire. Et on ne peut pas arrêter l'innovation technologique et le digital. Vous êtes en train de passer du Startup Act à la Startup Nation. Bravo, monsieur le ministre. Je vous demande d'applaudir. Nous arrivons à la fin de ce débat et je vous demande encore une fois d'applaudir nos orateurs. Monsieur le ministre Papa Madoussar, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide. Monsieur Sadissou, ministre de l'Innovation du Niger. Madame Gonefal, commissaire générale de la saison africaine 20. Ne partez pas. C'est pas fini, ne partez pas. Madame Salwa Toko, la présidente du Conseil national du numérique. Sarah Marniès, comodératrice de talent. Monsieur Camara, ministre d'État, ministre de Guinée. Monsieur Taleb, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, et Madame Patricia Ricard, la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Et enfin, alors on n'a plus le temps pour les questions parce qu'on doit sortir. Je dois vous dire que nous avons beaucoup travaillé et un des moments forts, et je vais demander à Christina de nous rejoindre, un des moments forts qui a eu lieu hier et qui est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Christina, si tu veux bien nous rejoindre. Ça a été un travail de terrain qui a été consécutif au sommet des 2 rives, auquel j'ai beaucoup participé et j'ai été un membre actif pour voir comment ces recommandations d'action. Vous pouvez rester là. Restez là. Ok. Ces recommandations d'action concrètes avec le terrain, et cette fois-ci en commençant avec, mais toujours en lien avec Emerging Valley, mais en commençant à mettre un focus sur la Méditerranée, comment résoudre les problèmes fondamentaux en Méditerranée, qui est aujourd'hui le cimetière de la région et qui pourrait être le laboratoire de l'innovation sociétale et environnementale. Et ce projet que j'ai proposé et qui a été retenu par le président de la République, Emerging Mediterranean, vise à identifier les leaders technologiques africains, méditerranéens à impact sociétal et environnemental avec un prolongement vers l'Afrique. Et en 2020, donc, les délégations des pays du sud de la Méditerranée avec lesquelles nous travaillons et que je veux saluer et que je veux demander qu'elles me rejoignent, à commencer par la Mauritanie avec Adina Rimtik. Est-ce que la délégation mauritanienne peut me rejoindre ? Allez, venez. Alors, je sais que la délégation algérienne avait un avion à prendre pour entrer sur. Est-ce qu'il reste des gens de la délégation algérienne ? La délégation tunisienne, je sais qu'il y a eu le même problème. Beaucoup devaient. Voilà, venez. Également le Maroc. Alors, je sais que le Technopark est déjà rentré. Et nous avons travaillé avec Deloitte sur de l'intelligence collective, comment faire émerger les problèmes du terrain pour pouvoir travailler ensemble sur
cette identification des leaders, des startups, comme celles que vous avez vues, et comment mieux les accompagner, comment mieux les coacher. Et donc, et aussi, je veux demander aussi à l'Institut de recherche du développement de venir, à Elisabeth Barbier, Christophe, parce qu'on a fait aussi un lab d'intelligence collective avec les chercheurs, avec les entrepreneurs, avec les startups, pour pouvoir explorer, décloisonner, notamment sur le sujet d'agritech, qui est un sujet brûlant en Méditerranée. Se dire, avec cette initiative Emerging Mediterranean, comment franchir, aller sur la rive sud de la Méditerranée pour pouvoir travailler concrètement à cette identification et accompagnement des leaders technologiques à impact sociétal et environnemental. Et donc, en 2020, avec tous les partenaires qui ont été réunis ici pendant 2 jours et que vous avez vus, eh ben, nous allons organiser des bootcamps pour pouvoir travailler sur des thématiques très précises. Et le thème que nous allons travailler avec l'IRD, ce sera l'agritech. On ne dévoile pas encore le pays, mais c'est déjà bien avancé. Et nous allons aussi beaucoup travailler sur l'identification de ces talents technologiques. Et un plan de travail va être dévoilé très rapidement, début 2020, avec le calendrier du projet. Et l'idée, c'est vraiment d'accélérer cette innovation technologique et surtout, c'est très important, de l'orienter vers l'impact. Et je voulais d'abord vous demander de vraiment applaudir ces délégations qui sont venues en nombre, plus de 50, venues des 5 pays de la rive sud de la Méditerranée. Parce qu'avec Emerging Mediterranean, et c'est peut-être ça la pièce manquante du puzzle, comment améliorer la relation et faire une communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique, et ben c'est peut-être aussi d'être beaucoup plus présent et en synergie avec les pays méditerranéens. Et je pense qu'aujourd'hui, on pose le jalon vers cette grande vision. Et je voulais te demander, Maria-Cristina, peut-être, de la Commission européenne, eh bien, de nous dire ce que tu as retenu de ces 2 journées avec Emerging Valley. La commissaire européenne, Maria-Gabriel, nous a fait l'honneur de faire l'ouverture hier. Et aujourd'hui, quelles sont les inspirations que tu as emmenées avec toi à Bruxelles et que tu vas restituer à la nouvelle commissaire européenne, Ursula von der Leyen, qui est entrée en fonction il y a à peine 5 jours et qui va, pour ces 5 ans, avoir justement ces remontées grâce à la participation de la Commission européenne à Emerging Valley. Et d'ailleurs, son premier déplacement, eh ben, c'était pour l'Afrique et elle y est actuellement. Merci beaucoup, Samir. Et ce que j'ai retenu ici dans ces journées, c'est vraiment le dynamisme, la créativité et l'énergie positive. Je pense que ce sont des mots-clés qui ressortent de tout ce travail. La commissaire Gabriel, avec laquelle j'étais en contact maintenant, elle regrette beaucoup de ne pas être ici et vraiment elle soutient fortement cette initiative. Et elle se réjouit aussi du fait que Emerging Valley va avoir une approche encore plus focalisée sur la Méditerranée. Et tu as bien remarqué le fait que la présidente de la Commission, la nouvelle présidente de la Commission, dans ses priorités, elle souligne l'importance de l'Afrique. Elle se rendra à Addis Abeba dans la fin de la semaine. Et par rapport aussi à la discussion très riche qu'elle a eu lieu avant, une digitale au service de la société. Je crois qu'en fait, ce qui est très important et que j'ai retenu ici, c'est que le travail que vous faites rentre parfaitement dans les priorités de la nouvelle commission et qui sont clairement une Europe qui est attentive aux citoyens, une société digitale attentive à l'Europe et des relations plus fortes entre l'Europe et le monde, l'Afrique, et aussi des marchés main dans la main, et là je cite la présidente von der Leyen, avec les pays du voisinage, donc les pays de la Méditerranée. Donc voilà, nous avons retenu beaucoup de positives et nous voulons continuer à soutenir du côté de la Commission européenne cette action que tu conduis avec tant d'énergie, de professionnalisme et de compétences. Merci beaucoup. Merci Maria-Cristina. Nous allons faire maintenant la photo de famille parce que l'événement se termine et je vais vous demander, Julie est là, de venir pour la grande photo de famille de clôture de Emerging Valley. Venez. Jean. Voilà, Jean, si tu peux nous rejoindre. Mettez-vous devant, monsieur.
Faut allumer, s'il vous plaît. On peut se... Voilà, on se rapproche, on se rapproche. Et il me faut Emerging Méditerranée aussi. Merci à tous. Merci et bravo à tous, bravo au public, bravo aux speakers, bravo aux partenaires. Et rendez-vous l'année prochaine.